Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Vincent Rouillet qui est musicothérapeute et du coup on va parler de musicothérapie. Donc merci Vincent de te prêter au jeu du podcast et de nous expliquer en fait ton métier, ce que tu fais, comment ça fonctionne, tout ce que ça peut apporter aux personnes que tu accompagnes. L'idée pour se lancer, ce serait d'abord de te présenter. Donc est-ce que tu D'accord. peux te présenter? Bonjour, merci Arnaud pour cette invitation. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de discuter, même si aujourd'hui on entend un petit peu plus parler de la musicothérapie, mais on n'a pas toujours l'occasion de présenter un peu cette discipline. Et donc, je suis ravi de pouvoir en parler un peu aujourd'hui avec toi. Je m'appelle Vincent Rouillère, je suis musicothérapeute diplômé du master universitaire de Paris depuis l'été dernier. Voilà, avant ça, j'étais éducateur spécialisé, j'ai un diplôme d'éducateur spécialisé. J'ai travaillé pendant plus de 16 ans dans des établissements médico-sociaux du type foyer d'hébergement, foyer d'accueil médicalisé. Et puis, dernièrement, en un milieu ouvert, on appelle ça milieu ouvert, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont en autonomie dans des appartements et qu'on accompagne la journée pour des activités, des ateliers, et puis sur leurs projets de vie, leurs projets professionnels, leurs projets de vie personnelle, etc. Voilà, et donc je suis musicothérapeute depuis vraiment, on va dire, septembre. Je suis installé en tant qu'auto-entrepreneur et j'interviens dans des établissements en tant que prestataire. Voilà, donc j'interviens actuellement dans 3 établissements différents. Un foyer d'accueil médicalisé, un, un établissement pour personnes en situation de handicap mental qui a au sein de son établissement un centre d'activité de jour, pardon. Donc, j'interviens dans ce CAJ, on appelle ça les CAJ. Et puis, j'ai également un atelier le mercredi dans une association qui propose des ateliers artistiques qui s'appelle La Source. Voilà, mais avec des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, on va dire, donc qui pour eux sont tous non-verbaux, donc ou quasiment. Donc, des enfants autistes, une petite fille trisomique aussi, une petite fille qui a une maladie génétique. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à t'orienter comme ça vers la musicothérapie? Est-ce que déjà tu es musicien avant d'être éducateur ou ça s'est fait dans quel sens? Alors oui, je suis musicien avant d'être éducateur. J'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans. Voilà, donc je pense que j'ai un lien particulier avec la musique parce que je m'en souviens pas, mais quand j'étais petit, j'ai tanné ma mère pour trouver des cours de piano. Je sais pas pourquoi, mais je pense que le son du piano me plaisait. Et donc, elle a cherché un professeur qui accepte de prendre un élève de moins de 6 ans. On a eu du mal à trouver. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un professeur pendant un an, un professeur particulier, avant de rentrer au conservatoire. Et ensuite, j'ai eu un parcours de conservatoire où j'ai été jusqu'à la fin du 3e cycle. Et j'ai fait principalement du piano. Et après passer mes 12 13 ans, j'avais envie de m'orienter vers le jazz et l'improvisation. J'aimais beaucoup l'idée de pouvoir improviser, de pouvoir jouer une propre composition, de pouvoir jouer ma propre musique. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que ça s'est développé petit à petit chez moi. Entre-temps, j'ai fait des études de psychologie et je suis arrivé à l'université et à Rouen, parce que je suis à Rouen. Et puis, j'ai commencé à travailler à côté dans mes études grâce à un ami, Laurent, qui travaillait déjà, lui, en tant qu'éduc dans un établissement. Et donc, j'ai commencé à travailler, faire des remplacements. Voilà, ça m'a plu, le milieu éducatif m'a plu, le contact avec les personnes en situation de handicap mental m'a plu aussi. Je pense que ce qui m'attirait aussi chez eux, c'était la différence, en fait, le fait de voir le monde autrement, de voir les choses d'une autre manière, de vivre autrement. Et voilà, c'est ça qui m'a beaucoup plu avec eux. Et petit à petit, le contact aussi, voilà, qui était sans filtre, sans chichi. C'est quelque chose qui m'a plu tout de suite, cette franchise aussi de relation. Et ce qui m'a mené vers la musicothérapie, c'est un déclic que j'ai eu en 2009, où j'ai accompagné un groupe d'un foyer, assisté à un concert.
Et le concert, c'était un groupe qui s'appelait les Métronomes. Voilà, donc s'ils m'écoutent, je serais très ravi de reprendre contact avec eux. Johan en particulier, que j'ai recroisé lors d'une formation quelques années plus tard. Et en fait, ce groupe jouait sur scène. Ils étaient 7 musiciens. On a apprécié le concert. C'était du funk, ça balançait. Et à la fin du concert, le guitariste a présenté les autres musiciens. Et en fait, j'ai découvert que sur scène, il y avait 5 personnes en situation de handicap. Et ça m'a marqué parce que, en fait, dans ma tête, il y a eu comme un déclic. J'avais jamais fait le lien entre ma passion, qui était la musique, que je vivais de manière vraiment personnelle, en dehors de mon travail, et l'accompagnement éducatif que je vivais la journée dans mon accompagnement avec les personnes avec qui je travaillais. Et donc ce jour-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. Pouvoir lier mes deux passions, mes deux choses qui me font lever le matin en proposant de pratiquer la musique. Et ce qui m'a tout de suite marqué, c'est le fait qu'on pouvait monter sur scène avec des personnes sans qu'on les estampille handicapés. Ils étaient musiciens avant tout. Et ça m'a vraiment marqué aussi dans ma carrière ensuite éducateur et puis de musicien et aujourd'hui de musicothérapeute, c'est-à-dire d'essayer de faire ressortir chez les gens autre chose que l'étiquette de handicap qu'on leur inflige tous les jours en leur disant qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils n'ont pas la place dans la société, etc., etc. Alors même si aujourd'hui on parle beaucoup plus d'inclusion, mais l'inclusion a encore beaucoup de chemin à faire. On a fêté les 25 ans de la loi, les 20 ans, pardon, de la loi 2005. Et aujourd'hui, elle n'est toujours pas appliquée dans son entièreté. Donc, c'est la preuve qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense que la musique a un rôle à jouer là-dedans. Donc, voilà. Et donc, je me suis tourné vers les études de musicothérapie assez tardivement. J'ai repris les études il y a 3 ans. Parce qu'entre-temps, bah, voilà, j'ai évolué dans mon travail, j'ai mené des ateliers, j'ai pris des responsabilités dans un établissement où je pouvais aussi mener des ateliers de pratique musicale avec les personnes avec qui on travaillait, des partenariats avec des conservatoires, avec des mairies, voilà, etc. Et en fait, ce qui m'a amené vers le métier lui-même de musicothérapie pour boucler la boucle, c'est qu'à un moment, dans mes ateliers, je me suis rendu compte que j'arrivais à une certaine limite. La pratique, c'était bien, il y avait une pratique éducative, pédagogique, mais l'aspect thérapeutique me manquait parce que les gens venaient déposer des choses parfois dans mes ateliers sans que je puisse savoir quoi en faire en fait. Et je sentais qu'il y avait une souffrance pour certains et derrière, et ça, je ne savais pas vraiment comment le mettre en forme, comment adapter mes ateliers de manière à ce que ça puisse être euh, voilà, vécu pleinement et qu'on puisse faire quelque chose avec ça, quoi. Et donc voilà, donc j'ai voulu reprendre ces études et c'est le master universitaire de Paris qui m'a aidé on va dire, à boucler complètement ma formation et aujourd'hui à pouvoir me présenter vraiment en tant que musicothérapeute. Et parce que du coup, c'est super intéressant quand tu dis ça permet de déposer les choses. Qu'est-ce que cette formation et le fait d'être, parce que du coup, 3 ans de formation, je veux dire, c'est quand même très très costaud. Et du coup, qu'est-ce qui passe, tu vois, qu'est-ce qui fait la différence entre, on va dire plutôt l'atelier musique Hmm. à la musicothérapie, tu vois l'idée, avec le Ouais. côté, comme tu le dis, d'accompagnement et de vraiment. Alors, c'est pas que sinon on n'accompagne pas, mais tu vois, mais vraiment d'aller plus loin et d'avoir quelque chose de très très complet, très global. Ben, en fait, c'est-à-dire que pour moi, la musicothérapie en établissement en particulier, puisque c'est de ça qu'on parle, elle apporte une nouvelle possibilité, en fait. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas supérieure à d'autres pratiques comme l'animation musicale ou comme des professionnels soignants qui feraient un atelier musique, par exemple. C'est ce que j'ai fait pendant des années, donc je serais certainement très mal placé pour le critiquer et j'en connais les bienfaits et l'utilité. Mais ce que la musicothérapie propose, c'est une autre posture, une autre approche qui peut être complémentaire dans beaucoup de cas et qui peut apporter aussi une autre manière d'entrer en relation avec les personnes et du coup de leur permettre de s'ouvrir sur d'autres sujets qu'ils n'osent pas aborder ou qu'ils n'osent pas approfondir dans le cadre d'un atelier de musique, de pratique musicale qui serait psychopédagogique ou éducatif.
Et moi, ce qui m'a permis de vraiment faire ce lien et ce pont, on va dire, avec les pratiques éducatives, c'est vraiment cette formation à l'Université de Paris où on est dans une formation, d'abord c'est un master, donc on est déjà sur un niveau assez élevé, donc on va vraiment au fond des choses. On a beaucoup d'apports sur la psychologie, la psychopathologie, donc avoir plus de connaissances aussi sur les différentes pathologies qu'on peut rencontrer, les différentes formes de handicap, les différentes maladies des neurodégénératives qui existent, etc. On connaît les symptômes, on connaît les conséquences. Et puis les troubles du comportement aussi, comment ça se développe, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne, etc. Donc toutes ces connaissances-là déjà m'ont donné un nouvel essor dans ma compréhension des choses que j'observais moi dans mes ateliers. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect pratique, c'est-à-dire que en musicothérapie, on a un certain nombre d'outils et une approche qui est particulière à la musicothérapie. Et donc, on propose une autre manière d'utiliser la musique. D'abord, on va avoir une phase où on va d'abord essayer d'explorer un peu avec les personnes quelle est leur histoire avec la musique, quel est leur lien avec la musique. Donc, on va aller dans quelque chose de plus individualisé, même si on est dans du groupe. Il y a de l'individuel dans le groupe. Donc, on va aller plus loin dans ce qui est, dans qu'est-ce qui les fait vibrer eux, qu'est-ce qu'ils aiment dans la musique, qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qui les rend heureux, qu'est-ce qu'ils détestent aussi, qu'est-ce qui les fait se sentir mal à l'aise, par exemple. Tous ces éléments-là, on va les intégrer dans notre approche et on va s'en servir pour pouvoir aider les personnes à dépasser des freins, des difficultés et à exprimer leurs souffrances qu'ils ont parfois du mal à exprimer d'une manière un peu libre. Donc, ça leur donne une autre forme d'expression. Puisque la musicothérapie, alors je ne vais pas dire que c'est un langage, c'est plus compliqué que ça, mais disons que grâce à l'aspect de la musique, on va pouvoir s'exprimer d'une autre manière, avec un autre canal, voilà, une autre forme de communication. Ouais, outil de médiation avec comme finalité exprimer des choses, exprimer des Hmm. émotions, en fait, c'est s'exprimer au sens très très large, quoi. Oui, c'est s'exprimer Et soi, c'est-à-dire vraiment au sens vrai du terme, c'est-à-dire extérioriser quelque chose qu'on a en soi, dont on a peut-être parfois même pas complètement conscience, ou tout du moins avec lesquels on n'arrive pas à mettre des mots. Et là où ça fait la différence aussi avec une psychothérapie, où on va être dans du verbal, où on va venir parler de soi. Moi, je travaille avec des personnes en situation de handicap, on passe forcément cet accès-là. Certains même ne parlent pas. Ou alors, quand ils parlent, c'est difficile pour eux de trouver les mots justes, de s'exprimer de manière compréhensible et puis d'avoir un niveau d'abstraction aussi suffisant pour pouvoir prendre du recul sur leur situation, sur leur vécu. Et ça, par la musique, on squeeze un peu tous ces problèmes-là. On va venir exprimer directement les émotions, directement le ressenti. Et donc, on va se trouver sur un même pied d'égalité en termes de relations d'abord et en termes d'expression. Alors moi, je fais beaucoup de pratiques musicales improvisées. Et l'idée de l'improvisation, elle est là, c'est-à-dire qu'on trouve un socle commun et tout le monde s'exprime autour de cette musique, autour de ce rythme, autour de cette mélodie, par exemple, et on va venir faire des liens là où on n'en avait pas forcément fait avant, quoi. ouais, je comprends. Une séance, ça se passe comment? Parce que tu vois, j'ai un truc qui me revient. C'était une visite d'un département conjoint, tu vois. Enfin bref, c'était l'ARS, Mhm. le département qui vient sur un établissement. Et puis ils nous disent OK. Et puis du coup, tu vois, en faisant la visite, ils nous disent c'est quoi votre programme de la journée pour les résidents, programme Mhm. d'activité. Et du coup, on passe à côté de l'affiche et je dis, ah bah ce matin, c'est un truc, tu vois, ça devait être marqué moment musical ou éveil Mhm. musical ou bref. Et puis, c'était le responsable du département qui m'a dit, il fait, ouais, vous mettez un CD, quoi. Et je me Ouais. retrouve un peu con en disant, oui, c'est Ouais. ça l'idée. Tu vois, Ouais. ou c'est pour ça. Après, tu vois, parce que Mhm. il y a le sujet où musicothérapie, art-thérapie, le thérapie, on peut le mettre à toutes les sauces. Et du coup, Ouais. c'est là où c'est intéressant de creuser et de voir du coup qu'est-ce que ça correspond, à quoi ça correspond vraiment. Alors, tu vois, nous, on n'avait pas mis thérapie, puis ok, c'était juste, Ouais. voilà, il y avait un CD, bref, c'était même pas une activité en fait. Mhm. Mais tu vois l'idée. Et du coup, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que toi tu proposes et c'est quoi la musicothérapie, tu vois, ce côté, enfin, et du coup, comment ça s'organise une séance? Ouais, alors une séance, alors faut savoir que déjà la musicothérapie, c'est un suivi, c'est tout un cheminement. Ça se fait pas sur une seule séance.
L'idée, c'est de mettre en place un programme dans lequel on va s'appuyer sur des objectifs. Les objectifs, on les travaille en amont, c'est-à-dire qu'on va d'abord réfléchir avec l'équipe et avec les personnes qui sont concernées par l'atelier sur les raisons pour lesquelles on va faire de la musicothérapie. On va pas faire juste de la musicothérapie dans le sens, ah bah ça fait du bien, et ça c'est une autre activité et qui existe et qui est très bien. Parce qu'il y a aussi des gens, je pense par exemple dans des EHPAD, où on va proposer aux gens d'écouter de la musique et ça va les apaiser ou ça va venir leur apporter voilà, une forme de relaxation, etc. Ça existe et c'est bien et voilà, je ne le critique pas. C'est juste, c'est pas ce que je fais en fait. Et moi, en musicothérapie, je mets en place des objectifs avec les personnes et on va venir les évaluer à des intervalles réguliers. Ces objectifs-là, ils vont conditionner le contenu de mes ateliers. C'est-à-dire que si on va vouloir travailler, par exemple, sur un aspect autour de la douleur, traitement de la douleur, gestion de la douleur, je vais avoir tendance, et encore pas systématiquement, à proposer quelque chose autour de la réceptivité, c'est-à-dire d'écouter effectivement de la musique, mais ce sont des musiques qui sont choisies. Toujours en lien avec l'histoire de la personne, ce que je disais tout à l'heure, en musicothérapie, on part de l'individu. Donc, on va venir interroger les personnes sur quel est leur ressenti, quel est leur lien et leur relation avec la musique. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un bilan psychomusical. C'est Jacqueline Verdeau-Payès, qui est une psychiatre, qui avait mis ça au point il y a plusieurs années maintenant. Euh, oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que la musicothérapie, elle date pas des années 2000. La musicothérapie, elle date depuis bien, bien plus longtemps. Et la forme qu'on lui donne aujourd'hui, elle date des années 70. Hein, les premières associations en France, c'est les années 70, fin des années 70, début des années 80. Donc, on n'est pas sur une forme inventée il y a quelques années et qui surferait sur la vague du bien-être et du développement personnel. C'est quelque chose de vraiment à part, qui est une discipline j'irais même jusqu'à dire scientifique, puisqu'on s'appuie sur des concepts scientifiques qui aujourd'hui sont prouvés et vérifiés par les imageries médicales. Mais c'est des choses qu'on avait déjà mis au point et qu'on avait déjà observé avant par le comportement. Simplement, on n'avait pas les outils pour les prouver et pour le mettre en place. Bon, fin de la parenthèse. Et donc, ce que je fais en atelier, ça va être dépendant de ce qu'on aura établi ensemble avec les personnes et avec l'équipe soignante ou l'équipe encadrante, l'équipe éducative. Donc déjà, pourquoi je dis cadre encadrant, soignant, éducatif? Parce que déjà, dans ces contextes-là, on ne fait pas la même chose. Et Ouais. même dans ces contextes-là, j'interviens par exemple pour une association sur Rouen, où j'ai eu 3 ateliers. Et ben dans les 3 ateliers, c'est les mêmes publics, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est le même type de profil, on va dire. Donc des personnes en situation de handicap mental avec une déficience intellectuelle, trisomie 21, handicap psychique, etc. Et mais déjà dans ces 3 ateliers, on fait pas la même chose. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'est vu, et c'est pour ça que je parle de suivi, au fur et à mesure qu'on s'est vu les séances d'une semaine à l'autre, on a affiné les choses. Et on s'est rendu compte que bah, dans un atelier, par exemple, ils vont avoir besoin de pratiquer. Ils ont envie de s'exprimer. Donc là, je vais privilégier l'utilisation de percussions, par exemple, de petits instruments mélodiques faciles d'utilisation. Parce que l'idée, c'est pas d'apprendre la musique, c'est de pouvoir être tout de suite en contact avec l'expression musicale sans avoir besoin d'en passer par le solfège, etc. Donc, on va venir jouer de la musique ensemble. Alors, pour les gens extérieurs, au début, ça paraît surtout un gros brouhaha. Les gens me disent des fois, quand ils viennent un petit peu assister ou écouter un peu à travers la porte, ce qui normalement n'est pas très recommandé parce qu'on est dans une séance où le cadre de confidentialité est voulu. Mais bon, ça peut arriver que la musique traverse les murs, hein. Et les gens me disent, mais je sais pas comment vous faites parce que ça a l'air d'être du brouhaha. Oui, mais en fait, vu de l'extérieur, ça paraît peut-être un peu confus. Mais en réalité, à l'intérieur, il se passe énormément de choses. Les gens s'expriment à travers la musique et leurs mouvements musicaux, la façon dont ils vont taper sur un instrument, la façon dont ils vont répondre à un autre, la façon dont ils vont réutiliser une phrase musicale jouée par quelqu'un, la façon dont ils vont changer d'instrument, par exemple, etc. Tous ces éléments-là, ça donne des indications et ça permet d'ouvrir un peu son soi hein, vers les autres. Donc on est beaucoup dans la relation et dans l'interrelation. Et puis il y a d'autres qui vont avoir besoin au contraire d'un mouvement peut-être introspectif, de se recentrer sur eux-mêmes. Et donc là, je vais leur proposer plus une séance avec de l'écoute. Et on va choisir certains morceaux. Moi, je vais en choisir certains aussi en fonction de ce que j'ai pu observer et de ce qu'on a pu échanger ensemble. Et ces morceaux-là, ils vont venir des fois un peu titiller certains aspects de manière un peu cadrée, de manière voilà. Et moi, je suis là pour faire le lien, pour permettre la parole. Il y a beaucoup de verbalisation, hein.
en musique. Des fois, on me dit, mais vous faites pas de musique en fait, vous parlez tout le temps. Bah oui, mais des fois, on a Ouais, je besoin vois de l'idée. parler. Non, mais c'est intéressant, ouais. Et oui, ça fait partie de la thérapie, si vous voulez, parce qu'il y a ça aussi qui fait partie du truc. Et puis, il y a un autre atelier dans lequel on fait beaucoup d'électronique. Ils ont eu un coup de cœur pour des instruments électroniques que j'avais apportés une fois pour faire un peu le panel un peu de ce que je pouvais proposer. Et là, on est dans une espèce de construction où on va faire de la co-construction ensemble et chacun vient apporter sa pierre à l'édifice. Et là, c'est encore d'autres aspects qui apparaissent. On travaille sur la place dans le groupe, le respect de l'autre, accepter de construire quelque chose de manière collective. Voilà, et ça, c'est des aspects, par exemple, qui sont particulièrement appréciés dans les objectifs de personnes qui vont travailler en ESAT, par exemple. Parce que ces gens-là, ils vont ensuite avoir besoin de travailler en équipe. Et donc, lorsqu'ils sont dans un atelier où on apprend à travailler en équipe, à co-construire quelque chose, mais dans un endroit où il n'y a pas d'enjeu, puisque bah, ce qu'on fait, ça reste dans le cadre de l'atelier, et ben, eux, ça leur permet de s'expérimenter dans cette posture. Voilà, c'est pour donner des exemples un petit peu hein, de ce qu'on peut faire, mais il y en a d'autres. Hein. Non, c'est cool, l'objectif, il est concret et ce qui est sympa, c'est de voir que, en fait, du coup, musicothérapie, c'est à pas confondre avec un cours de musique, en fait. Le but, c'est Ouais. pas de faire de la musique. La musique, c'est un prétexte justement à l'expression, au partage et à des objectifs, ouais, divers et variés. Parce que là, du coup, en objectif, du coup, j'ai bien visualisé en gros, le travail en équipe, la place du groupe. D'un point de vue plus individuel, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors, il y a beaucoup de choses qui ressortent autour des angoisses, la gestion de l'angoisse, D'accord. la gestion de certains aspects de traits un peu dépressifs aussi. Avec des personnes autistes, on travaille sur la relation à l'autre et comment on appelle ça, le fait d'être conscient de soi, en fait, la conscience de soi, Hmm. le fait qu'on existe et que ce qu'on fait a un impact sur son entourage. Voilà, les personnes aussi qui ont une trisomie 21, par exemple, on travaille pas mal sur la gestion des émotions. Et ce sont des personnes qui sont très affectives, souvent, qui ont parfois aussi des élans d'émotions qui sont difficiles pour eux à gérer, dans un sens comme dans un autre. Hein. Et donc là, on peut travailler sur tout ce qui est gestion des émotions, apprendre à prendre du recul, à essayer de maîtriser certaines émotions fortes, à redescendre aussi. Voilà, je vais prendre un exemple d'une personne qui était dans un établissement. C'est une personne que j'ai en suivi individuel. Elle était dans un établissement pendant plusieurs années et malheureusement, dans cet établissement, les choses se sont mal passées. Donc, elle a dû sortir de cet établissement et au dernier moment, bah, elle ne voulait plus sortir de chez elle. Donc, j'ai été contacté par la psychologue qui avait eu l'idée, puisque c'est une personne qui aime beaucoup la musique, qui avait eu l'idée de lui proposer des séances de musicothérapie dans l'objectif de lui redonner confiance en l'autre et puis de redonner aussi une confiance en soi pour pouvoir oser retourner vers un établissement. Et donc, on a travaillé pendant plusieurs séances. Alors, il y a eu aussi un travail éducatif. Il y a une éducatrice qui est venue à domicile, la psychologue, évidemment, la psychomotricienne, etc. Mais dans un travail pluridisciplinaire, la musicothérapie, les séances qu'on a menées ensemble, en individuel cette fois-ci, ont permis à cette personne de pouvoir retourner en établissement. Et aujourd'hui, elle fait un stage un jour par semaine. Elle est dans un établissement spécialisé et elle accepte de retourner dans l'établissement. Il est même question qu'elle intègre le foyer prochainement. Donc voilà, donc c'est pour donner des exemples d'objectifs personnels. On peut travailler aussi dans le cadre de musicothérapie avec des personnes qui sont dans des établissements médico-sociaux. Ok, je comprends, c'est très clair. Sur un public plus âgé, Mhm. genre EHPAD, est-ce que toi, t'es intervenu ou pas encore? Alors, j'interviens un petit peu parce que il se trouve que j'avais, il y a quelques années, monté un atelier chant choral dans un établissement. C'était pas un atelier musicothérapeutique, mais lors de la Semaine Bleue, la semaine de l'année dernière, on m'a demandé, comme en discutant, j'avais dit que j'avais une formation de musicothérapie à côté. La directrice m'avait demandé de faire un atelier découverte pour expliquer un peu ce que c'est la musicothérapie, un peu comme ce que je suis en train de faire là. Ouais. Et il se trouve que dans l'établissement, il y a des personnes qui ont été réceptives à ma proposition. Et donc, j'ai pu mener deux, trois ateliers. Alors, les difficultés sont souvent financières, donc c'est compliqué aussi de pouvoir faire un suivi à long terme. Mais disons que j'ai pu proposer quand même à trois, quatre personnes, ça dépendait des ateliers,
de venir. Et là, on a beaucoup travaillé sur l'isolement. Ce sont des personnes qui, vieillissantes, qui sont en perte d'autonomie et qui ont perdu un peu contact avec leur famille, avec la vie extérieure aussi. Voilà, des gens qui se renferment beaucoup, parfois à cause de la maladie, mais parfois aussi à cause de symptômes dépressifs. Et donc, l'idée était donc de proposer un atelier qui leur permette déjà d'extérioriser, de prendre conscience de ça, et puis d'essayer de soulager un peu cette difficulté, cette angoisse d'être seul, voilà, de rompre l'isolement aussi. Euh, voilà. Et donc, on travaille spécifiquement là-dessus, c'est-à-dire que je fais des choix de musique qui ont un lien avec ça, en échangeant avec les personnes, bien sûr, hein. Et je leur permets d'avoir ce cadre où ils vont pouvoir exprimer ensuite ce que la musique leur a fait ressentir. Et tous les sujets tournent autour de la famille, des enfants qui viennent plus les voir, la difficulté de perdre son autonomie, de plus être capable de sortir seul de chez soi, de plus être capable de se faire à manger seul, etc. C'est des questions qui les travaillent beaucoup, hein, évidemment, mais qu'ils n'osent pas forcément dire en dehors du cadre. Voilà. Ouais. Et le fait d'avoir tissé un lien de confiance et d'échange pendant la séance, Oui, totalement. En fait, c'est aussi ce qui fait la différence avec d'autres activités, c'est-à-dire que la musicothérapie, ça se fait pas sans un musicothérapeute ou une musicothérapeute. Il faut une personne qui soit là. On entend parfois musicothérapie pour des applications, par exemple, sur téléphone, on peut trouver des applications de musicothérapie où on écoute des musiques relaxantes. Ça peut faire partie de certaines approches, mais je pense qu'il manque un élément important, c'est la personne. Et effectivement, c'est ce qui fait aussi la différence d'un thérapeute à l'autre. C'est la présence, c'est la façon dont nous, on va mener l'atelier, dans la façon dont on va rentrer en relation avec les personnes. Tout ça, ça joue. Évidemment, la relation de confiance, elle a un rôle primordial, en fait. La relation thérapeutique, on appelle ça, nous, dans le jargon. ouais, bien sûr. Non, non, mais on le comprend hein, dans les établissements, que ce soit adultes, enfants, personnes âgées, tout ça. Vraiment, le sujet, c'est le lien qu'il peut y avoir avec les autres, et c'est ça qui est le plus important, en tout cas pour les personnes. C'est ce qu'elles expriment. On voit là où elles réagissent le mieux, c'est quand il y a un lien fort qui se crée. Et Mm. après, c'est comment on arrive à créer ce lien. Et c'est que la musique, c'est quelque chose de très fort, de très puissant là-dessus. Maintenant, c'est comment on est capable de bien l'utiliser, tu vois, et pas Mm. juste, voilà, mettre un CD, c'est cool. Après, mais ça fait pas grand-chose, en fait. C'est comment Oui. derrière on exploite bien tout ça. Exactement. Et d'ailleurs, bon, moi, je suis affilié à la Fédération française des musicothérapeutes. Et on va dire que cette fédération, on, on signe une charte, hein, on s'engage hein, sur un certain nombre d'éléments. Et notamment, moi, je m'engage aussi sur une supervision. Donc, moi, je suis supervisé également par une musicothérapeute expérimentée. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir exprimer aussi ce qu'on a ressenti nous pour pouvoir pas rester seul aussi dans l'accompagnement des personnes, parce que des fois on a des choses lourdes, hein, on vit des choses lourdes. La spécificité un peu, on va dire, d'un thérapeute, c'est qu'il a aussi cette soupape qui va lui permettre de garder un peu cette neutralité aussi en atelier, de pouvoir garder le recul nécessaire, la bonne distance, comme on dit, pour pouvoir continuer à travailler, pas se laisser envahir ou pas se détacher complètement, hein. On est vraiment dans un entre-deux toujours. Moi, je prends souvent l'image d'une table de mixage, hein, comme je suis dans la musique. Il y a un peu cette idée hein, de table de mixage. C'est un ancien musicothérapeute qui m'avait suggéré cette idée. On régule constamment, on est tout le temps dans cette évaluation de la relation à l'autre, jamais trop loin, jamais trop près, et on régule en fonction de ce qui se passe, de ce qu'on se dit, de comment la personne se comporte. Et ça, c'est un élément assez fin, et il faut le travailler constamment, constamment, constamment. Ah, bien sûr, en plus, tu es extérieur, donc ça a le côté à la fois positif pour une séance d'être quelqu'un d'autre, en fait, hein, externe à la structure. Oui. Maintenant, c'est vrai que du coup, tu te retrouves tout seul et toi, tu repars avec, avec Mm. l'ensemble de ce que tu as pu voir, entendre et des échanges. Oui. Et ouais, comme tu es autonome, la question de la supervision, elle est d'autant plus intéressante. Mm, mm, mm. Moi, j'ai une question un truc qui m'a surpris, tu vois, et je voudrais avoir ton avis. On s'est croisé dans le cadre d'un outil qui s'appelle le Maestro par MJ Innov et voilà, donc qui permet justement de travailler, je sais pas si c'est faire la musicothérapie, mais du coup, rendre accessible
la musique à des publics en situation de handicap et tout ça. Et moi, j'ai été frappé dans un IEM de voir des enfants ultra réactifs par rapport justement à de la musique techno. Mm. Tu vois, ils avaient allez, en moyenne 8 ans. Et voilà, tu vois, musique très électronique, très rythmée et tout ça, avec beaucoup de basses, ils étaient vraiment à fond. Mm. Est-ce que c'était un cas particulier? Non. Comment ça s'explique? Enfin, c'est quoi le... Alors, bah, j'ai pas de réponse toute faite, mais j'ai des hypothèses. Alors, déjà, pour parler du maestro 2 minutes, il y a effectivement, moi, c'est pas, au départ, je pense que c'est pas forcément un outil qui est musicothérapeutique au sens propre du terme, mais c'est un outil. Et donc, Ouais, comme tous les outils, on peut s'en servir dans le cadre de la musicothérapie. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec, avec le maestro, c'est qu'il peut être utilisé par des gens qui ne sont pas musicothérapeutes, et même, il est même préconisé pour des gens qui ne sont pas musiciens, puisque c'est ouais, l'idée bah oui. d'apporter l'utilisation de la musique à des gens qui ne sont pas musiciens, mais qui auraient envie. Et donc, mais moi, évidemment, en tant que musicothérapeute, je m'en sers en séance, et je m'en sers d'une manière qui est différente d'autres, et peut-être même qu'un autre musicothérapeute pourrait l'utiliser. Donc, mais ça reste un outil, donc c'est ça qui est formidable avec le maestro. Pourquoi la musique techno a cet effet-là pour des enfants? La première réponse qui me viendrait, mais j'en suis pas sûr, hein, parce qu'il faudrait le vérifier, je sais pas comme ça, mais la première chose qui me viendrait, c'est que c'est quelque chose d'assez organique, la musique techno. Il y a un aspect, il y a un ressenti vibratoire qui est important. Les basses, les percussions fortes, tout ça, c'est un aspect très corporel, et c'est ça plaît beaucoup aux enfants. Parce qu'on ressent la musique, on ressent les vibrations, on ressent le tempo, on ressent les chocs des ultra basses, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui souvent attire aussi un peu. Et puis, il y a le côté un peu festif. La musique techno, souvent, c'est quelque chose qui est très dansant, qui est très rythmé, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi attirant. Et puis, un autre aspect qui me paraît important aussi, c'est l'aspect répétitif. Chez les enfants, beaucoup, hein, on aime beaucoup répéter parce que c'est comme ça qu'ils apprennent, hein. Et ils adorent répéter. Il n'y a qu'à demander à un enfant il a son dessin animé préféré, il va l'avoir regardé 150 fois. Sa Ouais, chanson super. préférée, il va avoir envie d'écouter en boucle dans la voiture. Vous partez en vacances, vous allez entendre la même chanson pendant 5 heures. C'est voilà, la répétition beaucoup chez les enfants a un aspect important. Et donc, bah, la musique techno, c'est un peu répétitif. On est sur des musiques qui sont héritées des musiques minimalistes et voilà, des musiques répétitives. Comme ça, c'est le même rythme qui est répété en boucle pendant plusieurs minutes. Et ça, c'est quelque chose de. Il y a un côté entêtant et donc que les enfants, je pense, apprécient aussi. Ok. Ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, tu vois, parce qu'on voit, ils réagissent à toutes les musiques, hein, mais là, encore plus. Et c'est vrai que Mm. le fait de ressentir les basses, ça, on le voyait. Après, j'avais pas pensé au côté plus répétitif, mais oui, c'est... Mm. C'est une hypothèse, hein, parce qu'encore une fois, Ouais. faudrait vérifier, comme ça, je sais pas, mais je sais que c'est quelque chose qui peut parfois attirer les enfants. Ouais. Ok, très bien, c'est clair pour moi. Est-ce que tu aurais une anecdote ou quelque chose qui t'a le plus marqué dans tes séances et voilà, le truc qui t'a le plus marqué? C'est pas facile. Il y a des choses qui, ouais, euh, de- une anecdote qui serait marquante. Bah, alors, moi, je travaille avec différents publics, donc c'est assez intéressant de pouvoir voir aussi les réactions différentes des gens en fonction des situations, en fonction de l'âge. Euh, Quelque chose qui marquerait un peu, en fait, qui m'a vraiment définitivement mis dans une posture, je pense, de musicothérapeute vis-à-vis des équipes. C'est une fois où j'étais donc dans un atelier avec 8 personnes ou sept personnes en situation de handicap. Et puis, il y avait un éducateur qui était avec nous qui voulait assister à la séance. Donc, ça arrive souvent qu'on propose à un soignant ou un accompagnant de participer. Et donc, par contre, souvent, je demande aux personnes d'être là et d'être participants et pas juste observateurs, parce que sinon, ça devient du voyeurisme, c'est pas la même chose. Donc, mais d'être participant parce que ça a un impact aussi. Et alors, dans ce groupe, il y avait une personne trisomique, une jeune femme trisomique, qui était omnubilée par le petit piano que j'avais apporté. Elle voulait pas le lâcher. Elle voulait, personne d'autre n'avait droit d'y toucher.
Et donc, on a essayé par plusieurs biais de lui proposer d'échanger avec un autre instrument, etc. Mais rien à faire. Et on réécoutait ce qu'on avait enregistré, parce que lors des séances, on fait des séances d'improvisation comme ça, on enregistre ce qu'on a fait, mais on réécoutait et on entendait très très peu le piano. Pourtant, elle voulait absolument l'avoir. Et puis, donc, je fais, voilà, on écoutait, et puis un autre monsieur fait la remarque, dit, ah, le piano, etc. Bon, on en reste là. Puis la séance d'après, on ressort le même matériel, elle voit le piano, évidemment, elle veut faire le piano, mais elle voit qu'il y a l'autre monsieur qui avait réagi la semaine d'avant, qui avait très envie aussi de faire le piano. Et donc, finalement, je lui pose la question, je lui dis, est-ce que vous accepteriez de lui prêter le piano? Et je vous propose un autre instrument en échange. Et elle a accepté de le faire. Et donc, elle a proposé le piano, l'autre monsieur a pris le piano, et ils ont eu un échange musical qui était extraordinaire, vraiment. Et à la fin de la séance, j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. L'éducateur qui était là m'a dit, bah, ça y est, je viens de comprendre ce que c'est que la musicothérapie. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, j'ai rien eu besoin de dire. Et en fait, le fait qu'il le vive avec nous a fait que, bah, voilà, pour lui, il voyait toujours pas quelle était la différence avec, par exemple, l'intervenant percussion qui venait aussi. Et je pense que dans sa tête, cette situation lui a fait faire le lien entre, bah, qu'est-ce qui fait que en musicothérapie, il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs. Et, voilà. Et après, on a pu échanger sur cette jeune femme qui, effectivement, est très rigide, qui a des comportements très ritualisés, qui avait beaucoup de mal à laisser la place aux autres. Et rien que ce petit événement, voilà, ce petit incident a fait que elle s'est ouverte. Et du coup, là, l'éducateur a tout de suite m'a dit, voilà, ça y est, je comprends maintenant ce que vous faites en séance. Et ça m'a marqué. Je me dis, bah, ça y est, je suis musicothérapeute. Voilà. Ouais, c'est fou. Et c'est vrai que là, du coup, on est vraiment sur quelque chose de qui est pas en lien avec la musique, mais qui est vraiment en lien avec l'accompagnement et Mm. l'évolution, la progression et puis ce côté relationnel, en fait. C'est ça qui est Mm. vraiment cool, quoi. Ok, bah c'est très clair. Euh, Si on veut en savoir plus ou même si on veut mettre en place des séances avec toi, comment on te contacte? Alors, bah, moi, j'ai un lien LinkedIn. On peut me retrouver sur LinkedIn, Vincent Rouillère, Rouyer. Mon créneau, c'est la musique qui facilite l'inclusion. Donc, vous pouvez me retrouver facilement sur LinkedIn. Sinon, j'ai aussi un site internet qui s'appelle act-formation.net, sur lequel je présente toutes mes prestations, tout ce que je peux proposer. Et puis, bah, après, mettre en place des ateliers. Souvent, on me contacte, on m'envoie un mail. Et puis, bah, je vais proposer un rendez-vous. On va se rencontrer déjà pour discuter des objectifs. Pourquoi faire de la musicothérapie dans ce cadre-là, avec ces personnes-là. Et puis après, on met en place voilà, un protocole en fonction de la fréquence, le nombre de personnes, etc. Et puis, je ne sais plus, c'était quoi la question? Me Ah mais c'est contacter, ça, voilà, c'est c'est comment on te ça. contacte. Mm. Après, j'imagine que au niveau mobilité aussi, t'as une, tu peux être Oui, partout. bah non, alors moi je suis sur Rouen, donc Rouen, sud de Rouen et nord de l'Eure. Donc j'interviens principalement, voilà, on va dire entre Rouen et Évreux. Voilà, on va dire, cette ligne-là, aux alentours, dans un rayon de, on va dire, 40-50 km. Après, tout dépend aussi de la fréquence, c'est-à-dire que ça m'est arrivé d'intervenir à des distances un peu plus éloignées quand le projet le permettait et quand il y avait voilà, un suivi qui pouvait s'instaurer. Après, bon, tout dépend du projet et des choses qu'on peut mettre en place. Et puis sinon, bah, oui, c'est vrai que mes disponibilités bon, sont pas toujours simples, parce que comme je suis en auto-entreprise, bah, je me déplace beaucoup et j'ai du temps de trajet. Donc, bah, ça réduit aussi mon temps d'intervention, parfois dans les journées. Et voilà, et donc du coup, il faut s'organiser. Mais voilà, on en parle de toute façon. Je trouve un moyen, à chaque fois, on essaie de trouver une organisation qui convienne à tout le monde. Nickel, parfait. Et ben merci pour toutes ces infos, de nous avoir expliqué ce que c'est la musicothérapie. Merci Arnaud, merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.